L'objet de l'entretien, c'est la validation des acquis de l'expérience. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a largement participé tous les deux à l'anniversaire des 10 ans de la loi sur la validation des acquis de l'expérience. Une des caractéristiques de cette loi, c'est qu'elle centre le processus, elle ouvre un droit d'accès au diplôme, à la certification, qui repose sur une démarche peu académique, en tout cas non académique, et qui se centre sur l'expérience. D'où l'intérêt qu'il y a sans doute à ce qu'on précise ce qu'il faut entendre dans une perspective de validation des acquis de l'expérience par expérience, et d'ailleurs d'introduire peut-être tout de suite la nuance qu'il faut faire, ou qui mérite d'être faite, semble-t-il, entre expérience et acquis de l'expérience. Donc ce que je te propose, c'est de tenter de répondre ou de dire ce que tu penses déjà de cette thématique-là, mais auparavant que tu précises quelle est ta propre expérience. J'ai eu la chance de participer au tout début de la validation des acquis de l'expérience et dès les premiers mois après que la loi ait été votée, de pouvoir faire ce qui relève un peu de ma spécialité de recherche, c'est-à-dire d'aller analyser le travail des premiers jurys qui ont essayé de répondre à ce défi qui était d'évaluer les acquis de l'expérience. Et je peux dire que les premiers jurys étaient bien embarrassés pour le faire, mais que toutes les observations et ensuite le travail qu'on a pu faire avec ces premiers jurys, pour différents certificateurs et différents niveaux, nous ont permis finalement de pouvoir très très vite intervenir sur les formations de jury. Et très tôt aussi, on a été amené à faire l'analyse du travail des accompagnateurs et de voir comment les premiers aussi construisaient un nouveau métier. Et puis, dans un troisième temps, j'ai aussi eu la chance d'avoir une commande de la région Bourgogne sur le travail des conseillers en VAE, les conseillers PRC, conseillers des points relais conseils. Et au bout de quelques années de travail, à la fois en recherche, mais aussi immédiatement, souvent en formation des acteurs, on a été amené à travailler avec les personnes. Et les personnes étant les candidats ou des gens qui envisagent d'être candidats, puisque je dirais que souvent dans les dispositifs qui sont conçus pour les individus dans une société, on s'intéresse beaucoup aux professionnels qui les encadrent, mais on ne s'intéresse pas toujours au fond, qu'est-ce que c'est le parcours pour eux, qu'est-ce que c'est que la VAE pour eux, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils se représentent, en quoi ils souffrent et en quoi ils sont heureux d'une certaine façon quand ils vivent une VAE. Donc c'est à partir de ces différentes recherches et ces différentes expériences aussi de formation que j'ai des choses à dire aujourd'hui. Par ailleurs, j'ai été président de jury de plusieurs diplômes. Voilà, ça me donne une petite connaissance des phénomènes. Alors aussi dans ce que tu disais, ont été nommés les différents acteurs principaux du processus de validation des acquis d'expérience. Tu as parlé des conseillers de points relais conseil, on ne s'attardera peut-être pas trop sur ces acteurs-là, mais je retiens surtout ces trois acteurs majeurs qui sont vraiment en interaction, que sont le candidat d'une part avec son expérience, d'autre part le jury qui est quand même la pointe extrême du processus, c'est-à-dire vers lequel tout est orienté, puisque c'est lui qui, en dernière instance, va prononcer ou non la validation, ou prononcer une validation partielle. Et puis enfin, cet éventuel intervenant ou acteur, parce que ce n'est pas obligatoire, qu'est l'accompagnateur ou que sont les accompagnateurs, parce qu'il y a des accompagnateurs de différentes sortes, entre les accompagnateurs officiels et puis d'autres qui le sont moins, et parfois, y compris chez les officiels, il y a plusieurs types d'accompagnateurs. Donc ce que je te propose, c'est que tu aies, si tu veux bien, essayer de dire ce que tu repères comme étant la représentation de l'expérience et des acquis de l'expérience chez chacun d'entre eux. Puisque au fond, pour chacun d'entre eux, cette question de l'expérience et des acquis de l'expérience va être une question sur laquelle il va devoir travailler. Donc ce que je te propose, c'est de peut-être commencer par le candidat, puisque c'est quand même le personnage central. Oui, alors c'est une question compliquée, mais qui mérite d'être discutée en effet. Alors, le candidat, alors quand on prend les personnes qui vont peut-être être candidates, souvent je distingue les deux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la VAE, qui essayent de s'informer, de se renseigner, puis qui arrêtent. Certains commencent et vont un petit peu plus loin. Donc les gens, quand ils rencontrent la VAE, ils retiennent l'idée d'expérience. Et on se souvient tous du slogan et
des fiches d'information qui disent votre expérience vaut diplôme, ou faites valider votre expérience et vous aurez un diplôme, enfin toutes ces choses autour de là. Donc la première représentation, c'est que finalement les candidats, ils ont fait quelque chose dans leur vie, ils ont eu des expériences professionnelles, parce que la première idée, ce sont les expériences professionnelles, hein, même si dans la loi, on dit bien, on peut faire valider les acquis de l'expérience, notamment professionnelle. En tous les cas, pour les personnes qu'on a rencontrées, avec qui on a travaillé, l'expérience, c'est d'abord une expérience du travail, une expérience professionnelle, ou des expériences professionnelles. Et les candidats ou leur entourage, et ça c'est très important, hein, les candidats ou et leur entourage estiment que leur expérience vaut un diplôme. Et je crois qu'ils prennent pleinement l'idée qui avait été énoncée dès le départ, hein, et qui a servi de slogan un peu pour l'information, votre expérience, vos diplômes, j'y reviens. Et ils se disent, j'ai fait beaucoup de choses, ou ça fait 20 ans que je travaille, ou ça fait tant d'années que je travaille là, ou je suis un bon professionnel et je suis reconnu par les autres dans mon milieu, ou l'entourage va dire, depuis le temps que tu travailles, peut-être que tu pourrais. Donc un certain nombre de choses qui définissent l'expérience déjà comme une durée, comme une quantité, comme un ensemble de choses qui finalement mériteraient d'être reconnues. Parce que dans le parcours, et on pourrait dire dans l'expérience des gens souvent, et notamment de ceux qui vont au bout de la VAE, il y a quelque chose qu'on avait observé dans notre recherche sur les personnes, c'est que finalement, il y a une demande de rétablissement d'un ordre normal des choses. Il y a quelque chose de l'ordre d'un accès à un peu plus d'équité et de justice. Et donc, cette revendication de faire valoir son expérience, de la faire reconnaître et de la faire valider par l'obtention d'un diplôme, je dirais c'est ça la première représentation. Alors, c'est une représentation qui se trouve être en adéquation avec l'esprit de la loi, hein. C'est intéressant d'avoir une partie d'une population non négligeable, même si les chiffres n'ont jamais été ceux qu'on a imaginés au départ, mais quand même une part de la population non négligeable dont les aspirations, les représentations rencontrent, je dirais, un fait politique, et, au sens de politique publique. Hein. Et ça me paraît assez intéressant de voir finalement que le dispositif il a été conçu pour que finalement les gens arrivent à faire reconnaître et valider cette expérience-là. Donc c'est d'abord ça l'expérience. Puis dans un deuxième temps, ce qui va poser problème quand on commence à entrer dans le dispositif de VAE, c'est que les gens ils vont soumettre cette hypothèse, c'est-à-dire cette idée que leur expérience vaut un diplôme, aux premiers acteurs qu'ils vont rencontrer. Alors on l'a dit, hein, les conseillers des points relais conseils, puis ensuite, notamment pour l'éducation nationale, par exemple les DAVA, c'est-à-dire les gens qui vont faire la première information, qui vont travailler un petit peu l'expérience des candidats, et ils vont travailler l'expérience pour voir si cette expérience, si à cette expérience de la vie, l'expérience professionnelle, correspond à un diplôme. Est-ce qu'il y a bien des diplômes qui correspondent à cette expérience ? Ce qui change déjà la nature de l'expérience, ce n'est pas toute l'expérience de la vie ou l'expérience de toute la vie professionnelle, c'est qu'il va y avoir, est-ce qu'elle vaut diplôme ? Donc est-ce que j'ai l'expérience qui me permet effectivement d'avoir un diplôme parce que le diplôme existe ? Ce qui d'ailleurs pour certaines populations pose problème, notamment pour les gens qui ont eu des emplois précaires, des emplois diversifiés, ou pour lesquels ils ne trouvent pas le diplôme qui correspond parce qu'ils n'auraient que des parties des certifications et seulement des parties, et ils ne trouvent pas dans les certifications ce qui correspond pourtant à leur expérience de vie qu'ils ont parfois vécu pendant 10, 20, 30 ans, où ils n'ont eu que des emplois précaires ou des emplois découpés. Donc il faut que cette expérience vaille le diplôme. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le processus, on voit bien que ce qui va être reconnu comme expérience, notamment quand on s'attaque au livret, hein, au fameux livret 2, c'est-à-dire le dossier où on va exprimer et manifester son expérience, eh bien, l'expérience va devenir un objet de travail, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait, toutes les activités qu'on a menées, les situations dans lesquelles on s'est trouvé, il va falloir les mettre en confrontation avec l'instrument majeur de la VAE, qui est le référentiel. Hein, et l'expérience, à la fois, ce qui est très intéressant, l'expérience n'est pas seulement quelque chose que les gens ont en mémoire, ou que les gens auraient en mémoire et qui ne demanderaient plus qu'à être écrit, hein, comme on le dit un peu parfois, hein, ou comme certains le croient encore parfois, ce qui fait que déjà on dit l'accompagnateur va aider à rédiger. Donc ce serait qu'une mise en forme, une correction des fautes d'orthographe, pas du tout. Hein. L'expérience de la vie, c'est-à-dire toutes les activités, toutes les situations qu'on a vécues, comme je disais, ça devient un objet de travail. Et ça devient un objet de travail qui n'est pas si facile, parce que
il va falloir en faire quelque chose. Par exemple, sélectionner ce qu'on va garder pour son dossier, éliminer toutes les expériences ou toutes les parties de l'expérience qui n'ont pas rapport avec le diplôme et le référentiel. Hiérarchiser, c'est-à-dire choisir les expériences les plus significatives, les plus importantes, les plus riches, les plus originales et celles qui font le mieux la preuve de ces compétences, aptitudes, connaissances qui sont dans le référentiel. Organiser cette expérience, en approfondir certains aspects, en élargir d'autres et évidemment formuler à l'écrit, formuler dans une langue compréhensible par les jurys, adresser aux jurys certains types d'expériences, certains types d'argumentation, parler de ses activités, parler de ses raisonnements. Puisque quand même, ce dont on est sûr, c'est que les jurys ne sont pas sensibles seulement à comment on fait, mais bien comment on pense quand on fait. Voilà l'expérience telle qu'elle évolue, son statut évolue, puisqu'on travaille sur cette expérience. Et puis, il y a un moment très important, je crois, qui intervient aussi, puisque tu avais dit, candidat, accompagnateur jury, c'est que l'expérience pour les candidats, même quand ils y ont travaillé de très près, de façon très, très objective, finalement, très, très rationnelle, en élaborant le dossier, il y a toujours cette part émotionnelle, cette part personnelle, cette part affective qui est présente. Et je crois comme le disent plusieurs personnes, et sur lesquelles toi tu y insistes, Alex, il y a une demande de reconnaissance. Bien sûr, les gens ils souhaitent un diplôme. Bien sûr, les gens attendent à avoir une certification officielle reconnue. Bien sûr, ils sont prêts à passer par toutes les étapes objectives et organisées et instituées. Mais je crois qu'ils ont fondamentalement, en même temps, une aspiration de reconnaissance. Et ça se voit très bien au moment du jury. Les jurys disent d'ailleurs souvent on a envie de voir le candidat. On a lu son dossier, on a lu des choses, mais on a envie de le voir, envie de discuter avec lui, envie aussi de le pousser un petit peu dans ses retranchements parfois, et c'est légitime. Mais le candidat, il a envie de voir le jury. Et même si les gens le traquent, souvent, ils ont envie de s'expliquer. Ils ont envie de montrer aussi ce qu'ils font et d'en avoir un retour. À tel point que les candidats qui n'ont pas l'occasion de discuter, ou que le jury interroge une petite fois et puis il passe à quelqu'un d'autre, ou alors dans lesquels le jury ne demande pas grand-chose ou demande autre chose que ce qui était attendu. Les gens sont déçus. À la limite, ils préfèrent être cuisinés qu'ignorés. Et c'est normal dans une logique de reconnaissance. Et puis il y a un dernier point, moi, que je pense extrêmement important, et qui a une marge de progrès de la VAE, c'est la fin du jury. Le candidat sort, le jury délibère, le jury élabore son jugement, et comme je le dis souvent, c'est peut-être un des seuls aspects sur lesquels l'enseignement supérieur est un peu en avance sur les autres certificateurs, c'est que dans l'enseignement supérieur, souvent, on reçoit le candidat immédiatement après délibération et on lui annonce, le président de jury, en l'occurrence, annonce le jugement qui vient d'être porté et explicite et justifie le jugement qui a été porté et laisse la parole au candidat pour discuter cette fois, et aussi pour dire, en cas de validation partielle, voilà ce que nous attendons, nous, et voilà ce que vous pouvez faire, etc. Et il me semble que c'est un moment de reconnaissance. C'est un moment de reconnaissance important, souvent du travail accompli, d'abord, de reconnaissance de l'expérience telle qu'elle a été vécue, même si il n'y a pas validation partielle, et là on s'en explique. Par exemple, le dossier n'a pas permis de manifester toutes les capacités, compétences, aptitudes, ou l'expérience était très riche, mais elle ne correspond pas complètement à tout le référentiel. Et ça permet de dédramatiser, mais aussi de distinguer la reconnaissance de la personne et de sa vie de la reconnaissance de ses acquis. Et ce sont toujours de bons moments, même si en tant que président de jury, et là je parle en tant que président de jury et pas en tant que chercheur, on sait que quand on doit prononcer une validation très partielle parfois, ça va être un moment difficile, mais le fait qu'on ait à l'assumer nous amène à préciser nos critères et à, je dirais, construire notre travail de jury de manière encore plus responsable et, si possible, encore plus systématique.
Oui, moi, ça m'évoque deux choses, parce que tu dis, enfin, j'y suis très sensible à tout ce que tu as dit. Alors, d'abord, du côté de l'expérience et de la représentation que le candidat se fait de son expérience, on voit bien, à travers ce que tu dis, que l'expérience ne préexiste pas, en tout cas pas entièrement, à la situation de préparation du dossier. Le travail du dossier, notamment le livret 2 que tu évoquais tout à l'heure, est une occasion de construction de l'expérience. Et de ce point de vue-là, la VAE rejoint une dimension de formation qui mérite d'être reconnue, affirmée. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose à laquelle je suis évidemment très attentif et sensible, tout ce que tu viens de dire sur ce que nous, au ministère où je travaillais jusqu'ici, où je continue d'ailleurs de travailler, on appelle l'entretien post-jury. C'est-à-dire que ce qui nous frappe beaucoup, et c'est lié aux enjeux de reconnaissance que tu soulignais tout à l'heure, c'est que les candidats, d'abord, sont très blessés quand ils n'obtiennent rien du tout, ou qu'ils n'obtiennent qu'une validation partielle, encore que ça mérite d'être discuté, parce qu'une validation partielle, c'est pas infamant. On pourrait dire que c'est mieux que rien, mais a fortiori, quand ils n'obtiennent rien, évidemment, là, il y a quelque chose d'assez violent qui se joue pour eux en termes de déni de reconnaissance, parce que c'est comme si ils entendent ça comme une manière pour le jury de leur dire que eux qui ont 3, 4, 5, voire 10 années d'expérience, le jury leur signifie qu'ils ne sont pas compétents, ce qui est évidemment extrêmement violent. Et les entretiens post-jury ont cette fonction, c'est leur objet, mais c'est extrêmement utile de ce point de vue-là, c'est de faire comprendre au candidat que le jury ne dit pas forcément, d'ailleurs, ne lui dit pas forcément qu'il n'a pas les compétences ou qu'il est incompétent, il lui dit qu'il n'a pas réussi à montrer dans son dossier qu'il avait les compétences, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en plus, comme tu l'évoquais tout à l'heure, le jury envisage avec le candidat les manières de rebondir, y compris si ces manières peuvent être de l'ordre de la formation. Pour aller un tout petit peu plus loin, on sait bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en validation partielle qui ne vont pas aller plus loin. Et souvent, ils sont en validation partielle et ne vont pas plus loin, précisément à cause de phénomènes comme ceux qu'on vient de discuter, et notamment ce phénomène de la reconnaissance, mais aussi de la dissociation entre « j'ai été jugé et je ne suis pas compétent », alors qu'en réalité, c'est une partie seulement de l'expérience qui a été examinée au bout du compte, et d'autre part, une validation partielle est quand même une validation, et fondamentalement une validation. Et ça suppose que le jury l'explique et le précise. Et c'est beaucoup plus important si c'est le jury que si c'est quelqu'un après coup qui reprend les choses. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une marge de progrès de ce point de vue-là. Et puis, sans doute, insister encore sur une chose, le fait que l'expérience se construit pendant la VAE. Et là, on le voit très très bien dès les premiers moments de l'accompagnement avec le référentiel. Beaucoup de chercheurs et beaucoup d'observateurs de la VAE ont dit « oui, mais le référentiel, c'est trop compliqué, ça ne dit rien aux gens, etc. » Avec l'équipe de clinique de l'activité de Yves Clos et Bernard Pro, par exemple, on est plutôt d'accord pour dire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, le référentiel est une occasion de développer l'expérience. Ça veut dire que quand les gens, dans une première partie de leur VAE, ils lisent simplement avec leur accompagnateur les différents items du référentiel, contrairement à ce qu'on pense, ça ne les bloque pas, ça leur ouvre des idées. C'est-à-dire, ah ben oui, cette compétence-là, ah ben oui, cette activité, mais oui, je l'ai faite. Et donc, l'idée qui ne leur serait même pas venue dans une pratique spontanée de récit d'expérience, que cette activité-là, finalement, ils l'ont vécue et qu'elle vaut quelque chose, je dirais, par la confrontation référentielle, ça les amène à reconstruire autrement leur expérience et l'idée qu'ils ont de leur expérience. Et donc, ce moment-là traduit vraiment ce processus. Voilà, je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit aussi. On a abordé à la fois le candidat et déjà un peu le jury. On pourrait peut-être en dire un petit peu plus sur le jury, notamment sous un angle dont probablement on va reparler longuement. C'est celui des rapports quand même assez complexes entre les savoirs d'expérience et les savoirs plus théoriques. Et là, je pense vraiment à des jurys ou à des institutions que je connais bien pour travailler avec elles. Je pense au CNAM, en fait, et au diplôme du CNAM, qui sont, bon, ça commence à bouger, mais qui sont quand même, pour un grand nombre d'entre eux,
rédigés en termes de programme de formation, c'est-à-dire de contenu de savoir, et de savoir plutôt théorique et méthodologique. Et évidemment, les candidats, quand ils rencontrent ces référentiels ou ces programmes des unités d'enseignement, ils sont en difficulté parce qu'ils ne voient pas très très bien les liens qu'ils peuvent faire entre les pratiques concrètes qu'ils mettent en œuvre sur le terrain et puis ce type de savoir. Et d'une façon générale, enfin pas plus générale, c'est une façon spécifique aussi, du côté du jury, se pose la question dans le sens inverse, c'est-à-dire comment à partir de ce que le candidat va dire de ses pratiques et de ses savoirs d'action qu'on peut déduire de ces pratiques, qu'il y a des correspondances avec les savoirs théoriques qui sont exigés par le jury. Une chose importante, c'est que on ne peut pas commencer directement à parler de savoir théorique, savoir d'action, sans regarder à la fois l'esprit de la VAE et la loi. Hein. La loi, c'est connaissances, compétences, aptitudes. En tous les cas, dans l'enseignement supérieur, c'est comme ça. Et je crois que c'est connaissances. Oui, c'est la même chose pour le secondaire. Hein. On ne peut pas traiter la question des savoirs théoriques et des savoirs d'action sans regarder de près les référentiels. Parce que ce que tu évoques, ce sont tous les titres ou les diplômes, et notamment dans l'enseignement supérieur, qui n'ont pas encore fait l'effort même de faire une fiche du répertoire national des certifications professionnelles dignes de ce nom, ou qui n'ont pas fait l'effort de faire un référentiel. Parce que quand on regarde des référentiels, et notamment ceux de l'éducation nationale, puisqu'on est ici à l'ESN, on s'aperçoit que les référentiels ne sont pas formulés en termes de savoir théorique ou de savoir d'action, et que le livret 2 n'est pas organisé à partir de ces catégories-là, mais le livret 2 est organisé à partir de la notion d'activité. C'est-à-dire, quelles sont les tâches, comme on dit en ergonomie, ou les situations professionnelles que les gens ont rencontrées, premier point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on y a fait sur le plan du déroulement de l'action. Troisièmement, qu'est-ce qu'on y a fait sur les déroulements de la pensée pendant l'action, c'est l'action de raisonnement, l'action de prise d'information. C'est éventuellement, enfin pas éventuellement, mais éventuellement selon les niveaux de diplôme qui prend plus ou moins d'importance, c'est les éléments du contexte, tous les éléments du contexte que je dois prendre en compte pour agir, en fonction de quoi j'agis. C'est la proposition de choisir des activités les plus significatives ou qui vont permettre au mieux de manifester ses capacités, compétences, aptitudes, connaissances. Ce qui signifie que l'institution, en tous les cas pour l'éducation nationale, mais c'est vrai aussi pour bien d'autres certificateurs, n'ont pas fait le choix des savoirs théoriques ou des savoirs d'action, ou le choix de connaissances académiques, disciplinaires, mais fondamentalement le choix des activités et de l'activité que les gens conduisent. Donc ça, c'est déjà un premier point très très important, parce que quand les dispositifs fonctionnent et sont encadrés, je dirais, et que les jurys et les présidents de jury qui sont si importants ont saisi déjà le cadre institutionnel des choses, je dirais ça préserve d'un certain nombre de dérives, par exemple, d'aller poser les questions de connaissance, etc. Ça, c'est une première réponse qui me paraît extrêmement importante. C'est aussi ce qui est expliqué aux candidats. C'est aussi d'ailleurs ce qui séduit et motive et mobilise les candidats pendant tout leur parcours. À tel point que ça leur permet éventuellement de ne pas aller réviser, de ne pas aller chercher les informations à droite à gauche, parce que de toute façon ce serait trop tard pour se préparer correctement au jury. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Alors, deuxième niveau de réponse malgré tout, c'est que les juristes sont quand même tenus par une autre dimension du référentiel, hein, qui est, il y en a un certain nombre de compétences, de capacités, de connaissances qui relèvent des grandes unités constitutives d'un référentiel, et donc des grandes unités on va dire, de savoir professionnel, de savoir technologique, de savoir scientifique et de savoir généraux. Là aussi, les recommandations chez les valideurs, quand ça fonctionne bien, sont se préoccuper préférentiellement de la globalité de l'activité et de ne pas aller chercher le détail de tel type de connaissances disciplinaires ou tel type de capacité qui relève d'une des grandes unités que j'évoquais tout à l'heure. Alors, malgré tout, à nouveau, reste toujours ce pari de dire, à partir de l'expérience
que quelqu'un a vécues ou des expériences que quelqu'un a vécues, qui sont des expériences singulières, comme on dit, mais surtout spécifiques. Quelqu'un a vécu l'expérience de telle activité de travail dans une ou deux ou trois entreprises, rarement plus, de façon un peu consistante. Donc les contextes qu'il a vécus sont des contextes bien marqués, bien localisés. Les façons de faire, les façons de raisonner, les façons de penser, on pourrait craindre qu'ils soient liés au contexte dans lequel ils ont été mis en œuvre. Et de ce point de vue-là, comment faire pour en extraire une évaluation qui permet de dire, tiens, ces grandes capacités-là, ces grandes compétences du métier, ces grands modes de raisonnement, ces grands concepts du métier, comment ils viennent. Alors, premièrement, je crois que les jurys ont quand même plutôt bien compris, surtout quand ils sont un petit peu préparés, peut-être qu'on y reviendra par la suite, quelque chose que nous, on dit en didactique professionnelle, qu'on dit dans l'analyse du travail pour la formation, c'est qu'au fond, dans le spécifique, on trouve le générique. Je fais un peu de jargon là, donc je vais le préciser. Dans le spécifique, on trouve le générique, ça signifie que, au fond, dans le travail quotidien, dans le travail ordinaire, même très local, dans une entreprise donnée, dans un service donné, dans un atelier donné, finalement, il y a des phénomènes, il y a des objets, il y a des situations qui sont globalement les mêmes que dans d'autres situations de la même classe, c'est-à-dire dans les autres entreprises du même type, dans les autres ateliers, dans les autres situations, il y a des phénomènes qui constituent véritablement le travail, qui sont identiques. Donc on peut considérer que quelqu'un qui est capable d'identifier un certain nombre de phénomènes, qui est identifié la manière dont il perçoit, interprète, agit sur ces phénomènes ou sur ces objets, nous permet de dire que probablement, dans d'autres situations, cette personne va être capable de, à nouveau, raisonner, conscientiser, travailler sur, prendre en compte ces phénomènes, ces objets qui se déroulent dans son travail. Deuxièmement, les jurys sont très sensibles à un certain nombre de choses, comme par exemple la comparaison. Les jurys sont sensibles aux comparaisons, d'ailleurs les accompagnateurs aussi, pour la bonne raison que quand un candidat a l'occasion de développer ses activités et la manière dont il s'y prend, dont il raisonne, entre l'entreprise A et l'entreprise B, le petit magasin A et la moyenne surface B, qu'est-ce qu'il fait? Il montre à la fois des différences et des ressemblances. Il montre en quoi ce qu'il fait dans le petit magasin est à la fois basé sur un certain nombre de propriétés identiques, d'éléments de situation identiques, de gestes professionnels qui peuvent être identiques, puis il montre aussi les différences. Quand on est à un niveau un petit peu supérieur, dès le bac pro d'ailleurs, ou dès, parfois même dès le CAP pour quand il y a du service aux personnes d'ailleurs, au BTS ou dans l'enseignement supérieur, on va demander de systématiser un peu ces comparaisons. Et quand on observe les jurys, on voit souvent un membre du jury qui dit « mais vous avez écrit en tout petit, la page 23, que vous aviez aussi travaillé dans telle entreprise, mais qu'est-ce qui différencie de ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez développé dans l'expérience d'avant ?» Et par la comparaison, par exemple, le jury parvient à extraire et à voir se manifester le fait que les gens, ils savent reconnaître les différences et les ressemblances. Et savoir reconnaître les différences et les ressemblances, souvent, c'est parce que les gens mettent en évidence les mêmes phénomènes, les mêmes conceptualisations, on peut le dire, qui sont à l'œuvre dans les situations différentes, et évidemment montrent les nuances. Un autre jeu qui est aussi comparatif, c'est entre l'avant et l'après. Il y a 7 ans, vous avez fait ce projet. Il y a 7 ans, vous travaillez avec ces publics. Il y a 7 ans, vous utilisiez tel système technique. Et aujourd'hui, et demain, qu'est-ce qui se profile? Ce jeu sur les temporalités permet aussi de voir les connaissances que les gens ont des évolutions, mais aussi des évolutions de quoi? C'est-à-dire des points principaux de l'action. Et les points principaux de l'action, souvent, relèvent de conceptualisation pratique dans un grand nombre de cas, mais conceptualisation de type scientifique ou technologique. Alors, ce que j'ajouterais qu'on redécouvre, je dirais, par la VAE, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on pense parfois, les savoirs circulent dans les milieux professionnels. Moi, je l'ai beaucoup appris dans le milieu agricole, mais dans le milieu agricole, par exemple, le micro-organisme pathogène,
ou le micro-organisme, qui est un concept de la biologie, hein. Le micro-organisme est aussi un concept technologique, puisqu'une grande partie des actions, mais aussi les systèmes techniques, visent à neutraliser, à mesurer déjà la présence ou non, puis ensuite à neutraliser les effets des micro-organismes pathogènes et de neutraliser le plus possible le développement des micro-organismes pathogènes. Mais d'une certaine façon, les agriculteurs et tous ceux qui travaillent dans le milieu parlent au quotidien, lisent des brochures, utilisent des instruments, des modes d'emploi dans lesquels l'organisme, le micro-organisme, la bactérie, le virus, le microbe, etc., sont quotidiens et utilisés au quotidien en relation avec l'action. Et je crois que quand les candidats parviennent à inscrire ça dans leur dossier, à en parler et à en discuter avec les professionnels, cette notion-là, par exemple, hein, là on voit bien que les savoirs théoriques et les savoirs d'action sont étroitement liés, parce qu'ils sont étroitement liés dans le travail, parce qu'ils circulent dans le travail. Alors, le problème qui est lié à ça, hein, c'est que l'expérience est fondamentalement inéquitable. Je crois que l'expérience est fondamentalement inéquitable, puisque il y a des candidats qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans des situations dans lesquelles certaines tâches, il y a des candidats, ils ont vécu des expériences professionnelles dans lesquelles certaines tâches ne leur sont jamais venues. Ils n'ont jamais exercé telle activité. Ils n'ont jamais rencontré certaines tâches. Donc, ils n'ont pas pu en construire l'expérience. Ou d'autres encore n'ont pas eu l'occasion de discuter, je dirais, du micro-organisme, comme je viens de le dire, parce que leur expérience était un petit peu décalée, ou dans un milieu dans lequel il y avait beaucoup de taiseux, comme on dit dans beaucoup de régions, des gens qui ne parlaient pas beaucoup, où ils ont été confinés à certaines tâches, où ils n'ont pas eu l'occasion de raisonner, de discuter. Et là, effectivement, face au jury, ils ne pourront pas réinventer ce qu'ils n'ont pas vécu dans leur expérience. Voilà, à nouveau, c'est un petit peu long, mais je dirais cette question savoir théorique, savoir d'action, et je crois qu'on a à le remettre dans le contexte, puis ensuite à voir comment aussi les jurys s'y prennent pour les faire émerger. Oui. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que tu dis, et qui renvoie alors au travail du candidat sur son dossier, c'est que ça a comme corollaire autour par exemple, des ressemblances et des différences que repèrent les candidats dans les différentes situations qu'ils ont rencontrées. Ça me renvoie à l'idée qu'on n'attend pas des candidats dans un dossier livré d'eux, hein, puisque c'est de ça dont tu parlais, simplement qu'ils décrivent, mais qu'ils soient au-delà de la description, en mesure de faire un pas de côté et d'analyser sa pratique, et de ce point de vue-là, de manifester au moins une pensée en action qui tend quand même, qui fait tendre les savoirs d'action du côté de savoirs plus conceptuels qui seraient attendus par le jury. Donc ça, c'est une première remarque qui me vient à l'esprit. L'autre chose à quoi je pensais pendant que tu parlais, c'est qu'évidemment, le candidat ne va pas toujours, en tout cas dans son dossier, établir les correspondances, terme à terme, entre ce qu'il fait, ce qu'il pense quand il agit et ce qu'il pense aujourd'hui de ce qu'il a mis en œuvre, et puis les termes du référentiel. Ce travail-là, c'est quand même bien au jury de le faire, y compris parfois en termes d'hypothèse. Et donc ça m'amène à aller du côté du jury à nouveau. Et donc tu en as beaucoup parlé, mais il me semble que le jury se contente pas. Quand il a dans le meilleur des cas un référentiel qui n'est pas défini simplement en termes de contenu de connaissances, mais aussi en termes d'activité, comme tu l'évoquais tout à l'heure, voire de compétences. Néanmoins, le jury ne se contente pas d'appliquer le référentiel. Enfin, il me semble. C'est-à-dire que le jury lui-même va travailler sur le référentiel, et ses propres représentations de l'expérience et du métier entrent pour beaucoup dans ce travail de construction ou de reconstruction du référentiel. Donc j'aimerais bien je sais que c'est une question qui t'intéresse, que tu puisses en dire un mot aussi. Très important, j'aurais dû le dire plus tôt peut-être, mais effectivement, il n'est pas demandé au candidat de simplement décrire. Et déjà, quand on parle de description, il est toujours bien précisé par les institutions et bien attendu, et notamment encore pour l'éducation nationale. Et c'est là que l'accompagnateur joue tout son rôle aussi. Premièrement, ce n'est pas une description neutre, c'est une description de ce que j'ai fait. Même si le candidat ne décrivait que ses actions organiques, physiques,
hein, c'est la succession des gestes observables. Déjà là, ce sont ces gestes à lui, et non pas la description de la procédure telle qu'elle est prescrite, par exemple. Hein, déjà, un premier point. Deuxièmement, il lui est toujours demandé de décrire une action dans un contexte, j'y reviens, ce qui est déjà un niveau d'analyse élaboré, ce qui est déjà un niveau de conceptualisation, de préconceptualisation, ce qu'il n'a peut-être jamais eu l'occasion de faire. Donc c'est de rapporter les conditions à l'action et au résultat, parce qu'on insiste beaucoup sur le but et les résultats attendus. Donc on a le triptyque résultat ou but de l'action, résultat de l'action, action et conditions. Et quand on a ce triptyque-là, on a le triptyque de l'apprentissage par expérience. Parce que pour apprendre par expérience, il faut qu'on soit capable de faire la relation entre les fins visées, les moyens, dans des conditions. Ça, c'est le truc de base de tout apprentissage par expérience. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans beaucoup de livrets, de beaucoup de certificateurs, cette demande est exprimée littéralement. Et donc déjà, je dirais, le candidat, il est amené à aller assez loin. Et puis ensuite, on lui demande de montrer aussi ses raisonnements, ne serait-ce que ses prises d'informations, comme on dit aussi là en psycho-ergonomie. C'est-à-dire les informations dont il tient compte, qu'il prélève sur l'environnement ou qu'il retient dans son action pour prendre des décisions. Donc, vous voyez, c'est modeste comme analyse, mais c'est considérable pour la plupart d'entre nous, parce que quand on agit, on ne réfléchit pas à tout ça. Enfin, à certains moments, mais il faut vraiment que ça aille pas bien et qu'il y ait des problèmes pour qu'on se mette à réagir de cette façon-là. Et puis ensuite, comme tu le dis, c'est la question des comparaisons possibles, c'est la question des prises de recul à un moment donné qu'on demande aussi aux candidats et qu'on demande par exemple très très fort au même niveau à un ingénieur d'une grande école parisienne et à une personne qui fait du service à domicile ou du travail avec la petite enfance, puisqu'on lui demande d'être aussi responsable, distancié, réflexif que l'ingénieur des grandes écoles de Paris. Donc voilà, déjà un premier point. Alors, la deuxième chose, sur le jury. Alors, tu as dit une chose aussi qui me paraît essentielle, mais ça, je dirais en principe, nous le savons tous pour la VAE, contrairement à d'autres formes évaluatives, c'est le jury d'une certaine façon qui doit extraire et inférer à partir de ces stratégies de questionnement et de lecture des dossiers, ben finalement les capacités, compétences, aptitudes. C'est assez révolutionnaire parce que d'habitude, comme on le dit souvent et très simplement, au fond les jurys posent des questions auxquelles ils ont les réponses, ils contrôlent d'une certaine façon une large partie du processus évaluatif, et donc, ma foi, ils ont à vérifier si ça correspond bien à ce qui était attendu. Or, tout dossier est particulier, tout dossier est singulier, comme on disait. Et il s'agit à chaque fois pour le jury d'extraire quelque chose d'un produit qui n'est de toute façon pas complètement normé. Même si les dossiers sont bien faits, même s'ils sont bien préparés, même s'ils sont bien évaluables, n'empêche qu'à chaque fois c'est un travail pour aller rechercher dans les annexes, dans la première partie, dans la deuxième, dans les activités, de quoi prononcer un jugement. Ça, c'est déjà un sacré boulot. Donc il faut le rappeler, hein, c'est normal. Les candidats n'ont pas à dire je suis compétent là-dessus, je suis capable là-dessus. D'ailleurs, ça ne convainc jamais un jury. Hein. On l'avait bien vu avec la VAP auparavant, validation des acquis professionnels, qui a précédé la VAE. Un jury n'est jamais convaincu parce que le candidat dit moi je suis capable de faire ça, j'ai la capacité A, j'ai la capacité B. Oui, ça reste à prouver. Justement, la VAE, elle a pris ça au mot. En disant voilà ce que nous faisons, nous. Enfin, voilà ce que fait le candidat, voilà ce que je fais, voilà ce que je raisonne, voilà comment je raisonne, voilà dans quelle situation j'ai raisonné. À vous de jury d'en tirer les conclusions. Ça, c'est vraiment le principe VAE. Puis alors, troisième partie de ta question, le jury, il travaille avec son référentiel. Bien. Alors déjà, c'est essentiel qu'il travaille avec. Hein, c'est pas évident. Hein. On voit bien que quand les jurys n'ont pas été préparés, que parfois ils auraient tendance à l'oublier, à ne pas être là au travail avec. Or, le référentiel, c'est un instrument extraordinaire. J'y insiste depuis tout à l'heure, hein, mais c'est un instrument extraordinaire pour une raison qu'on ne dit pas souvent. Moi, je le sais parce que je l'ai vu très vite, parce que c'est ça l'organisation du travail, c'est que c'est l'instrument commun aux trois acteurs dans un processus de travail collectif, dans une chaîne de production par exemple. Quels sont les instruments communs ? Là, on a un instrument commun. Le référentiel, c'est le même pour le jury, pour le candidat qui doit sans arrêt référer son travail avec son expérience, et puis c'est l'instrument de l'accompagnateur, puisque l'accompagnateur ne peut aider le candidat qu'en fonction du référentiel, et le ramener sans cesse au référentiel. Alors il y a d'autres instruments, hein, mais celui-là, il est fondamental.
Or, un référentiel, tout le monde le reconnaît, ce n'est pas toujours d'un usage immédiat en tous les cas. Ce n'est pas toujours d'un usage facile. Et les membres du jury, alors nous on l'a observé avec ma collègue Catherine Mailleux qui avait fait une belle schématisation là-dessus. On a observé que les jurys, ils sont obligés de référentialiser leur référentiel. Alors, la référentialisation, c'est une notion que quelqu'un qui s'appelle Gérard Figari, que peut-être certains connaissent, a beaucoup développé pour l'évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour donner du sens au référentiel et pouvoir s'en servir, on est obligé de se référer à d'autres choses. Par exemple, ce qu'on va trouver très souvent, c'est que les jurys sont obligés de se référer, par exemple, aux autres candidats. Aux autres candidats de la VAE. Ben oui, il y a une jurisprudence d'une certaine manière. Pour tel autre candidat, dans cette situation, ça voulait dire ceci, ça voulait dire cela. Là, on l'a plutôt considéré comme un point positif, un point négatif. Référence aux autres élèves, étudiants, apprentis, stagiaires, qu'en tant qu'enseignant, souvent, on a évalué, on connaît très bien par ailleurs. Donc, oui, ça permet de pondérer, par exemple. Oui, mais attendez, on ne va pas demander aux candidats VAE beaucoup plus que nos autres élèves. Mais en revanche, oui, on va lui demander autant. Voilà, Et puis les professionnels. Les professionnels, lui, ils référentialisent par rapport aux exigences de leur entreprise, par rapport à leur connaissance du milieu, par rapport à leurs propres employés quand ils sont employeurs, par rapport à leurs collègues ou aux apprentis qu'ils reçoivent ou aux stagiaires qu'ils reçoivent. Les enseignants eux-mêmes référencient à partir de leurs connaissances qu'ils ont aussi du milieu professionnel, à partir de leurs connaissances qu'ils ont des difficultés parfois pédagogiques ou didactiques. Ah oui, là, attendez, là, de toute façon, c'est un phénomène complexe. Parce qu'ils savent qu'avec leurs élèves, leurs apprentis, leurs étudiants, c'est un obstacle. Et que ça, si le candidat commence à avoir compris jusque-là, c'est déjà qu'il a fait un grand pas et que ça vaut, par exemple, le niveau bac pro. Donc, là, je ne vais pas énoncer toutes les formes de référentialisation, mais au fond, les jurys, quand ils font ça et qu'ils échangent là-dessus, alors avec ma collègue Catherine, on avait vu que à chaque fois qu'il y a une divergence, à chaque fois qu'il y a une difficulté d'évaluation dans le jury, les gens ils se mettent à mobiliser et à se rappeler et à chercher des références par ailleurs qui leur permettent d'évaluer. Alors on pourrait dire ça rend vivant le référentiel, quoi. Ça le revitalise, hein. Et puis surtout, ça lui donne son statut d'instrument et d'instrument pratique et faisable pour évaluer les candidats. Et alors, juste une dernière chose par rapport à la formation des jurys. C'est très important que les institutions et les formateurs des jurys, ou les gens qui les encadrent, hein, ou les présidents de jury, quand ils présentent la VAE à leurs collègues en début de jury, par exemple, ou surtout aux nouveaux, ils laissent faire ça. Et ils encouragent à faire ça. Il serait bien dommage de ne pas mobiliser tout cela. Parfois, il y a des chercheurs ou des observateurs qui disaient « oui, mais ça devient subjectif ». Oui, parce qu'il y a toujours cette part de subjectivité. Mais en réalité, cette subjectivité est une garantie d'objectivité d'une certaine manière. Parce que si on se fie juste aux items du référentiel, même quand ils sont très bien faits, c'est totalement interprétable, c'est comme la loi, hein. Ça peut être interprété. Et il vaut mieux l'interpréter avec des bonnes références, sa connaissance du milieu, sa discipline, les autres élèves, le milieu professionnel, etc., plutôt que de patouiller, littéralement, avec l'incertitude des différents éléments du référentiel. Voilà, pour dire les choses là-dessus, je répondrai de cette manière. Je souscris tout à fait à ce que tu dis là, à l'idée que l'objectivité n'est pas dans l'évacuation des sujets, Absolument. Mais au contraire de la mise au travail des sujets et Absolument. Probablement aussi de la confrontation entre les sujets qui évaluent. Et je pense que le rôle d'un président de jury ou d'une formation préparatoire à ce métier en particulier qui est l'évaluation en jury, VAE ou pas VAE, c'est de promouvoir ce type de dialogue entre les membres du jury autour du processus d'évaluation. Ah oui, tout à fait. Ça, je crois que, je pense qu'on s'y prend sûrement à certains égards de la même manière que c'est de former des jurys, mais un jury, c'est un collectif. Le jury de justice, d'ailleurs, est le bon exemple. Hein. Le jury, il a des droits et des devoirs. Et il a le devoir, et ça impressionne beaucoup les gens en formation, au sens où ça leur donne des outils, hein. Il a le devoir de faire valoir son opinion. C'est-à-dire ce qu'il pense, mais il ne donne pas une opinion en l'air. Il donne une opinion justifiée.
Nous, dans nos jurys, on donne un principe, hein, c'est vous donnez votre tendance évaluative au début et vous donnez 3 arguments et vous montrez où ça se trouve dans le référentiel et où ça se trouve dans le dossier. C'est concrétiser son évaluation. Voilà. Et ça, c'est extrêmement productif. Et en plus, tous les membres du jury, notamment les professionnels, aiment beaucoup une règle d'action comme ça, parce que ça leur permet d'être soulagés d'une responsabilité qui serait une pure opinion, une intuition, une impression. Voilà, ce travail collectif est évidemment essentiel. Et ça, c'est le président de jury. Et le président de jury doit y être préparé. On a vu parfois des choses étranges. Alors, il y a un acteur dont on a relativement peu parlé, c'est l'accompagnateur. Enfin, l'accompagnateur, je ne sais pas, sauf que tu as évoqué tout à l'heure, et à juste titre, que le référentiel était l'instrument commun à ces 3 principaux acteurs que sont le candidat, le jury et l'accompagnateur. L'accompagnateur ou les accompagnateurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. D'abord, officiellement, il peut y avoir, il y a des, notamment dans l'éducation nationale, il y a des accompagnateurs experts et des accompagnateurs méthodologues qui manifestement ne font pas tout à fait le même travail. Et puis, on pourrait dire aussi qu'il y a tous les accompagnateurs officieux. Tu parlais des familles, voilà, des candidats, etc., qui constituent aussi des accompagnateurs officieux. Donc, est-ce qu'autour du travail de l'accompagnateur dans ce processus-là, tu voudrais en dire un peu plus? Alors, peut-être faut rappeler une chose. Hein. D'abord, c'est la corrélation entre la réussite, et la réussite n'étant pas nécessairement l'obtention de tout le diplôme, hein, mais disons d'une validation importante ou d'une validation même partielle, il y a la corrélation, c'est un accompagnateur plutôt que pas d'accompagnement. Alors l'accompagnement de l'entourage, il est très important pour compléter le rôle de l'accompagnateur ou des accompagnateurs un peu officiels. Ça vaut pour les accompagnements dans les entreprises. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec une très grande entreprise en France, hein, qui avait mis en place un accompagnement avec des accompagnateurs de l'entreprise et ça avait complètement brouillé les candidats. En revanche, ils en ont convenu eux-mêmes, il était important d'accompagner au sens de faciliter la vie et de donner les moyens au candidat de bien réaliser son dossier, mais pas d'avoir un court-circuitage de plusieurs accompagnateurs, entre guillemets, officiels. Donc, déjà, premier point. Hein. Deuxième point, avec la nécessité de l'accompagnement. Alors, aujourd'hui, si on tirait un bilan des choses, il est clair que les candidats, ils ont besoin de plusieurs types d'aides, en fait. À quoi ça sert même un mauvais accompagnateur, hein, n'hésitons pas à le dire, il y en a des mauvais sur le marché. Ça sert déjà à tenir les personnes dans la tâche, parce que c'est long à faire un dossier de VAE, et quand on a l'occasion de voir son accompagnateur tous les mois, par exemple, ou d'être en petit groupe, ça aide déjà à se tenir dans la tâche et à se remotiver. C'est pas rien, hein. Se rassurer, voir les autres quand c'est en groupe, déjà c'est important. Deuxièmement, l'accompagnateur, quand même, il va aider à beaucoup de choses, et notamment à désintriquer et à comprendre un peu ce qui est demandé. Parce que quand on reçoit le livret 2, quand les candidats disent qu'ils reçoivent le livret, je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour ça, mais quand même, quand on a fait les observations, hein, des gens qui reçoivent leur dossier, c'est absolument terrifiant. Hein. Quand certains racontent, pas ceux qu'on a observés, ils disent de toute façon, je ne l'ai pas ouvert, c'était trop lourd. Je l'ai ouvert, puis j'ai refermé. C'était du petit chinois, c'était de l'hébreu, c'était tout ce que vous voulez d'incompréhensible. Heureusement qu'ils avaient l'idée de l'accompagnement. La plupart des gens n'entreraient pas en VAE et ne continueraient pas s'ils n'avaient pas l'idée qu'il y a un accompagnement. D'ailleurs, tout le monde le sait, puisque dès le début, quand on informe les candidats, on leur dit « vous serez accompagnés ». Sinon, ils ressortiraient tout de suite. Hein. Eh bien, l'accompagnateur, il va aider à traduire la tâche, qu'est-ce qu'il faut faire, mais il va aider aussi à comprendre le référentiel. Et puis, il va aider, puisqu'on parlait de l'expérience, à ce que la personne ne soit pas noyée par son expérience. Parce que souvent, ce n'est pas que les gens n'ont pas assez de choses à dire et à écrire, c'est que souvent, ils en ont beaucoup trop et qu'il va falloir sélectionner, comme je dis, relier au référentiel. Alors, à l'éducation nationale, en tous les cas dans quelques régions que je connais, et c'est le cas en Bourgogne, il y a le principe de 2 accompagnateurs. L'accompagnateur spécialiste, qui est un enseignant, un formateur qui
qui connaît le diplôme, qui enseigne dans le diplôme, qui peut être par ailleurs jury, et donc qui va travailler avec le candidat pendant 3 heures sur le contenu. Les candidats en sortent généralement ravis. Comme ils disent, on sait ce qu'on doit faire. Donc ça signifie qu'ils ont travaillé avec leur accompagnateur sur qu'est-ce que ça veut dire, ces items du référentiel, qu'est-ce que c'est le cœur du métier et le cœur du diplôme, et qu'est-ce qu'ils peuvent développer pour argumenter et pouvoir faire valoir au mieux leur expérience, donc faire la preuve de leur expérience. Donc ça, c'est fondamental. Deuxième accompagnateur, c'est l'accompagnateur méthodologue, qui n'est plus lié au contenu, mais qui va soutenir, aider à rédiger, aider à argumenter, quand c'est des petits groupes, à faire en sorte que les expériences s'échangent, non pas les expériences professionnelles, mais les expériences de la VAE. Que les gens puissent se dire « Ah là là, qu'est-ce que c'était dur, t'as rien fait non plus, ben c'est normal. Comment on fait pour passer à la description de la prochaine activité et à l'analyse de la prochaine activité, etc., etc. » Donc là, l'accompagnateur méthodologue, il a un rôle très important, et il a le rôle très important de ne pas intervenir sur le contenu, mais de renvoyer le candidat à 2 choses. Première chose, toujours au référentiel. Par exemple, les candidats demandent souvent « Mais est-ce que j'ai fini? Est-ce que je dois approfondir ça? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois en dire plus ou j'en ai assez dit ?» Les accompagnateurs ont tendance à répondre spontanément quand ils ne sont pas préparés. L'accompagnateur, ce n'est pas son boulot. L'accompagnateur, il renvoie à quoi? Il dit « À ton avis, dans le référentiel, est-ce que tu penses que ça doit être développé ?» Et toi, candidat qui prétend être professionnel compétent, tu dois savoir si il faut approfondir ou pas cet aspect-là du métier. Puis dernier point, c'est à ton avis, est-ce que le jury va se satisfaire de ça ou aimerait avoir un approfondissement? Est-ce qu'il aimerait avoir un autre cas ou pas? Est-ce que tu estimes que le jury va lire tout ça quand quelqu'un en a écrit 150 pages au lieu de 20 pages? Voilà, donc le travail de l'accompagnateur, méthodologue entre guillemets, consiste cette fois-ci à renvoyer le candidat à sa propre compétence d'une part, et puis à ces instruments que sont l'idée du jury et puis le référentiel. Et là, la nécessité de maîtriser le contenu est beaucoup moins importante. En tous les cas, moi, ce qu'on a vu avec les candidats, mais aussi sur la qualité des dossiers, montre que la possibilité d'avoir un accompagnateur méthodologue, mais aussi un accompagnateur spécialiste à un moment donné, est décisive. En tous les cas, dans l'université, maintenant, quand ça marche, dans les universités, les accompagnateurs qui sont très généralistes font appel souvent aux responsables du diplôme pour que le candidat puisse savoir de quoi il peut parler, quel est le niveau attendu, etc., qui porte vraiment sur le contenu. Je voudrais qu'on puisse conclure maintenant, enfin aborder la conclusion, la dernière partie de notre échange, plutôt sur les pistes autour de l'avenir possible, sinon du devenir de la VAE. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. On a beaucoup entendu parler du côté des politiques. Alors, du regret que quantitativement la VAE ne sourit pas à davantage de gens parmi les 6 millions de candidats potentiels des rapports rédigés par Éric Besson en 2008, ou qu'on ne se rapproche pas davantage des 60 000 validations par an préconisées par M. de Villepin, à l'époque où il était Premier ministre. Néanmoins, on peut déjà dire que 30 000 par an, ce n'est pas tout à fait négligeable, en tout cas, ce n'est pas ridicule. Mais une autre question qui est posée par la VAE et par le bilan qu'on fait à partir des 10 ans, puisque on en a parlé tout à l'heure, c'est moins de l'ordre du quantitatif que de l'ordre du qualitatif. C'est-à-dire que la VAE était très orientée dans l'esprit du législateur vers les publics les moins qualifiés pour les faire accéder, leur permettre d'accéder à une qualification qu'ils n'avaient pas. Or, force est de constater que ces publics-là ne sont pas touchés autant qu'on le souhaiterait. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup, et le rapport Besson en parlait dès 2008, d'accompagnement renforcé pour ces publics. Je pense en particulier à des publics en situation d'illettrisme qui évidemment sont en difficulté avec un dossier fondamentalement, un dossier c'est-à-dire de l'écrit.
Donc ça, c'est une première évolution possible autour de quel type d'accompagnement pour ne pas laisser ces publics sur le bord du chemin. Une autre évolution dont on entend beaucoup parler, et tu en as dit presque un mot tout à l'heure, ce sont les VAE d'entreprise, qui ne font pas tout à fait la même chose que de la VAE collective, même si elles font du collectif, mais on peut faire du collectif sans être en entreprise. Et puis une troisième piste d'évolution possible, et peut-être souhaitable ou souhaitée, c'est VAE et formation. C'est-à-dire comment mixer à l'intérieur des parcours de validation des acquis, à la fois des démarches de validation stricto sensu, enfin de validation des acquis stricto sensu, et des démarches de formation plus proches de ce que l'on connaît dans le champ académique. Sur la quantité, finalement, c'est une bonne quantité déjà. C'est déjà pas mal. Juste un mot, parce que dans notre étude, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, on aurait pu s'y attendre, hein, pourtant, c'est le fait qu'on, jusqu'aux 10 ans de la BAE, parce que j'ai plus travaillé directement sur ces publics depuis 2012, on voit bien qu'il y a une sorte de profil des candidats de la VAE. Par exemple, je ne sais pas si tu en as rencontré, mais il y a des gens qui font des VAE par dépit. Ce sont ceux qui auraient voulu faire de la formation. C'est les candidats qui font la VAE par dépit parce qu'ils n'ont pas pu entrer en formation, parce qu'ils n'ont pas pu avoir le financement pour une formation. Les candidats VAE, je dirais, volontaires et vraiment engagés dans la VAE, c'est parce que souvent, la formation n'est pas une idée qui leur convient. Comme ils disent tout au long de leur parcours, c'est la VAE d'accord, le diplôme d'accord, le travail sur le dossier d'accord, mais surtout pas de la formation. Comme ils disent, surtout pas les cahiers, surtout pas les profs, surtout pas les bancs de l'école, surtout pas le lycée, surtout pas, etc. Donc il y a quand même peut-être un profil de candidat VAE, à ce moment de leur vie en tous les cas, hein. Plus tard ça peut changer et tout. Bien. Deuxièmement, les publics peu qualifiés ou non qualifiés. Alors, c'est compliqué leur relation à la VAE pour plusieurs raisons. La première, souvent, puisqu'on revient à nouveau à l'idée de l'expérience, hein, qui est dans notre... c'est qu'il y en a quand même un certain nombre qui n'ont pas l'expérience qui correspond au diplôme. Ça veut dire que souvent, le plus ils sont dans la précarité, le plus ils ont une multiplicité d'expériences, et plus ils ont des expériences non qualifiées, ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas pu accéder à toutes les tâches et à toutes les situations qui font la richesse du métier. Donc, en fait, ils ont des bouts d'expérience. Tout compilé, ça fait peut-être une grosse expérience. Simplement, il n'y a rien en face. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de titre. Même les CQP ou des certifications très professionnelles, ça ne marche pas. Deuxièmement, les publics non qualifiés, et on le voit bien avec les demandeurs d'emploi des fois. On dit, oui, il faudrait que vous fassiez une VAE. Très bien, sauf que le problème, c'est que souvent ils ont une expérience, mais c'est surtout celle dont ils ne veulent plus. Donc ils peuvent très bien faire valider cette expérience, mais de toute façon, ils veulent faire autre chose. Ça, c'est un deuxième point quand même assez massif, hein, parce que beaucoup de demandeurs d'emploi, ils arrivent en VAE, ils veulent faire une VAE, mais ils veulent faire une VAE sur autre chose que ce dont ils ont l'expérience. Au fond, ou alors il veut bien faire sur ce dont il a l'expérience, mais c'est pour faire autre chose, dans un autre domaine, un autre secteur. C'est le deuxième point qui n'est pas négligeable. Hein. Troisième point, donc là, on voit bien que l'orientation, c'est la formation. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Enfin, il y en a quand même qui existent et qui devraient être renforcées si tant est qu'il y ait une loi sur la formation professionnelle. Mais voilà. Ensuite, l'accompagnement renforcé. Alors, l'accompagnement renforcé, on a déjà des expériences, notamment éducation nationale ou agriculture ou autres, avec les centres d'aide par le travail, hein, les CAT pour des personnes handicapées. Donc, il y a eu des tentatives très intéressantes et des expériences très intéressantes. Un point quand même qui pose problème, c'est qu'une partie des publics, le problème, c'est aussi un problème du lire et écrire. Du lire, écrire, compter, c'est-à-dire du socle citoyen, du socle minimum pour survivre dans une société de signes et des symboles quand même. Et alors là, ça évoque l'expérience brésilienne. L'expérience brésilienne de mise en place d'une VAE qui, officiellement, hein, pour l'État brésilien, était de se servir de la validation des acquis de l'expérience professionnelle pour essayer d'engager des gens dans le processus éducatif. Et je dirais, peut-être qu'il y a une limite de la VAE là, parce que
On peut sans doute apprendre à lire, à écrire par expérience, à condition qu'on ait un entourage qui nous aide beaucoup à apprendre à lire et à écrire par expérience. Ça veut dire c'est en dehors de l'école, on peut dire. Sans doute, on peut être aidé. Mais quand même, je dirais là, si on n'a pas un accompagnement, un enseignement, une formation systématique, je dirais on ne va pas loin. Et peut-être que la VAE n'est pas une réponse à ce niveau-là. En revanche, peut-être qu'est-ce qui est une réponse, c'est de se dire, comme au Brésil par exemple, se dire peut-être que on commence à valider les acquis professionnels, on commence à travailler sur les acquis professionnels, et puis on met en place, avant, pendant, après, de quoi apprendre à lire, écrire, pour pouvoir ensuite prétendre à un diplôme de plein droit. C'est-à-dire dans lequel ces compétences de base, pour les compétences, ces compétences citoyennes, ces compétences vitales, sont acquises et sont acquises par le moyen de la formation. Alors qu'en revanche, on ait des dispositifs qui pédagogiquement, alors comme le font très bien certains, passent du professionnel, des expériences de la vie, etc., à des apprentissages généraux, oui, profitons-en si ça peut se faire. Mais ce n'est pas seulement, je dirais, peut-être il faut découpler les choses. Alors ça amène à la question de la VAE formation, notamment peut-être pour ces publics, mais je pense que bien pour bien d'autres. Alors moi, si je donnais mon opinion, je serais assez pour que dans certains cas, on réintroduise l'idée que dans le dispositif VAE, pour certains publics, alors ceux dont on a parlé, mais aussi pour les entreprises, j'y reviendrai après, on introduise des moments de formation. Parce que, au fond, on peut anticiper pour beaucoup de candidats que la validation ne sera que partielle. Et je dirais, à quoi bon aller, non pas à l'échec, je dirais, mais à un temps qui repousse à plus tard le moment indispensable de la formation si on veut que les gens aient le diplôme. Donc, pourquoi pas, à certains moments et dans certaines circonstances, tout en conservant par ailleurs les barrières pour parvenir en arrière sur la VAE, tout en conservant cette idée-là, je dirais pourquoi pas certains modules pendant la formation. Ça amène à venir sur les VAE dites d'entreprise. Pourquoi ? Parce que les VAE mis en place avec les certificateurs dans une perspective de politique d'entreprise, de stratégie d'entreprise, souvent dit on va faire une VAE, on va monter un dispositif VAE pour un certain nombre de personnes. Et là, les échecs ont été nombreux parce qu'on n'a pas anticipé qu'au moment du jury, il est impensable pour des professionnels de même catégorie, de même type, de même grille de classification, de voir que l'un est reçu, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il a sa validation totale et les autres n'ont qu'une validation partielle. En plus, l'effet interne, c'est pas seulement je suis vexé tout seul et je suis mal et je suis pas bien avec le jugement, c'est que là, ça devient public. C'est dans l'arène publique pour l'encadrement, pour les collègues, etc. Donc beaucoup d'entreprises, en relation avec les valideurs, et d'ailleurs des expériences de l'éducation nationale, bien évidemment, ont mis en place finalement un positionnement de départ et la possibilité pour les gens de construire leur livret, mais aussi d'avoir des moments de formation qui leur permettent finalement d'être au clair et au point au moment où ils passeront devant le jury. Ce qui permet de travailler sur l'équité, et puis je dirais qu'il permet aussi de revenir aussi à une des ambitions de la VAE, c'est que ça ne serve pas seulement à certifier, mais aussi à relancer le processus de formation. Donc voilà, dans une des perspectives futures, je dirais qu'il y a quand même ces questions-là qui se posent et qui probablement nous obligent à modifier un petit peu des choses dans le dispositif, tout en essayant de garder l'esprit de la VAE, ce qui n'est pas simple. Non, une chose est importante, on a fêté, entre guillemets, les 10 ans de la VAE, maintenant il y a 2 ans, enfin 1 an, l'année dernière, et tu as été invité dans d'innombrables colloques et manifestations régionales. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut vraiment mettre en évidence. Au fond, ça roule. La VAE, ça roule. On sait à peu près faire, on connaît à peu près les précautions à prendre, etc. Et il y a un risque considérable qu'on a déjà vu se manifester depuis un petit moment. C'est la question, ce que j'appelle moi la maintenance du système et la maintenance de sa qualité. Je crois que la VAE était l'occasion, et beaucoup de certificateurs ont vraiment joué le jeu, les régions et tout, d'investir dans la qualité du dispositif, d'investir en personnes, et puis d'investir aussi dans la formation, la préparation des personnes. Comme je dis, pour former un jury, il n'y a pas besoin de 10 jours.
une demi-journée de préparation, voire une journée, puis peut-être un peu d'analyse de pratique de temps en temps, ça suffit largement. Mais simplement, il ne faudrait pas penser que puisque ça tourne pendant 10 ans, depuis 10 ans, ça va continuer à tourner tout seul. La rotation, le turnover est important. Il y a de nouveaux membres de jury, professionnels, enseignants, formateurs. Il y a de nouveaux accompagnateurs en permanence. Il y a de nouveaux conseillers en VE. Il faut qu'ils soient au même niveau de compétence qu'avant. Et ça ne se transmet pas tant que ça. Quand vous renouvelez complètement un jury, il n'y a personne qui est porteur de l'expérience, de l'esprit des pionniers, de l'esprit des premiers qui ont été formés. Il n'y a plus l'expérience qui a été vécue avec tout ce répertoire de cas qu'on a eu et qui nous permet de dire, là, on va pondérer comme ci, comme ça. Et donc, il s'agit que les institutions maintiennent la qualité du système. Et on a eu des premiers signes comme quoi il y avait un relâchement là-dessus. Ça fait 10 ans, on sait faire, donc un peu moins de personnes, donc un peu moins de moyens pour former, donc on ne forme plus, donc ça va rouler. Donc je crois que là, en termes d'avenir, il y a la nécessité de maintenir le système en état. D'une part, je partage tout à fait ce que tu dis autour du processus de maintenance, comme tu le formules, c'est-à-dire formation des jurys et des accompagnateurs. Parce que ce que tu dis à propos des jurys, on doit le dire aussi des accompagnateurs. Quand les accompagnateurs ont été formés et ne pratiquent pas l'accompagnement, on fait l'expérience de ce que j'ai entendu souvent dans la bouche de Bernard Lietard, de cette idée que la compétence, c'est le contraire de la pile Vendère. Elle s'use quand on ne s'en sert pas. Donc l'idée de maintenance et de formation continue de ces acteurs majeurs me paraît absolument centrale. Et puis ce que je retiens de tout ce que tu as dit, de tout ce que tu as évoqué là, c'est qu'évidemment, je reviens au personnage central, c'est-à-dire le candidat. Tout ce que tu as dit montre bien que la VAE, pour un candidat, est tout sauf plus aisée, ou beaucoup plus aisée que l'obtention du diplôme par la voie académique. C'est un vrai travail sur le travail, et quand le candidat valide, ou même s'il n'a qu'une validation partielle, il mérite. Il est extrêmement méritant parce qu'il a fait un travail considérable. Le parcours que tu as évoqué tout à l'heure, c'est d'une certaine manière un peu le parcours du combattant, depuis le candidat qui découvre le dossier vierge en disant que c'est du chinois, jusqu'au moment où il se coltine à ses propres expériences pour les sélectionner, pour les décrire, et aussi et surtout pour les travailler, les analyser.